Dans cette vidéo, on va regarder des fonctions un petit peu plus avancées en Python, et notamment les fonctions de rappel. Qu'est-ce que c'est une fonction de rappel? C'est tout simplement lorsqu'on peut, dans nos paramètres, mettre une fonction plutôt qu'un objet de type entier, float, string ou quoi que ce soit. Donc cette fonction de rappel, c'est en fait euh, tout simplement le concept qu'on puisse passer notre fonction en paramètre et ensuite pouvoir l'utiliser avec des arguments spécifiques. Donc typiquement, on peut avoir cette définition de fonction, opération, qui prend en argument une certaine fonction qui va être utilisée pour effectuer une opération et fournir le résultat. Donc si on voit par exemple ce type d'opération, on a une addition et on a une multiplication. On va pouvoir les utiliser à l'intérieur de notre fonction opération tout simplement en donnant le nom de la fonction elle va être ensuite utilisée à l'intérieur de la fonction opération. On peut aussi avoir des types de fonctions qui s'appellent des fonctions lambda, c'est ce qu'on appelle des fonctions anonymes parce qu'elles n'ont tout simplement pas de nom. C'est un concept assez particulier parce que si on n'a pas le besoin de définir un nom d'une fonction, comment est-ce qu'on l'appelle? Tout simplement, c'est une fonction c'est des fonctions qui servent à simplifier la notation lorsqu'on a des comportements assez simples. Typiquement, lorsque on veut écrire une fonction qui va tout simplement retourner un résultat d'une simple opération comme une multiplication par 2, on peut définir une fonction g qui est égale à lambda de x, 2 points, avec notre opération. De cette manière-là, en une ligne, on a défini notre fonction, on n'a pas besoin d'utiliser le mot-clé def, et on peut ensuite l'utiliser directement avec notre nom de variable g ici. On peut aussi les utiliser à l'intérieur d'autres fonctions pour rendre les choses un petit peu plus efficaces. Et on a un exemple notamment dans le tri des structures de données. Lorsqu'on veut utiliser une fonction particulière pour trier notre structure, on peut utiliser une fonction lambda qui, sur chacun des éléments, va renvoyer une certaine valeur pour pouvoir effectuer le tri. On a d'autres types de fonctions, on a notamment le concept de fonction imbriquée, lorsque on met une fonction dans une autre fonction. Donc on peut définir des fonctions où on veut dans notre code. Donc si par exemple on a une fonction qu'on va appeler ici fonction externe, qui a un certain comportement, on peut tout simplement créer une autre fonction interne qui elle-même va renvoyer un certain résultat. Ça nous amène à des concepts de programmation relativement avancés, notamment le concept de fermeture lexicale qui nous permet de protéger le comportement de certaines fonctions à l'intérieur. Par exemple, dans ce cas-ci, on a une fonction externe qui va définir une certaine variable et qui va définir une autre fonction interne qui prend un certain argument dans laquelle il y aura une opération. On retourne la fonction interne dans ce cas-ci, ce qui nous permet de l'utiliser avec certains paramètres. Dans ce cas-ci, on va définir pour une certaine valeur de i notre fonction externe, on va appeler notre fonction externe avec la valeur de i, par exemple 0. On va avoir notre variable fermeture qui va prendre le nom de la fonction interne pour laquelle sera définie certaines variables y égale 4 et le x ici qui est défini par notre appel de fonction. À partir du moment où on utilise la fonction fermeture, on va appeler la fonction interne avec la valeur de z où x et y ne vont pas nécessairement changer et c'est ce qu'on appelle la fermeture lexicale. On a aussi un autre grand type de fonction, les fonctions récursives. Qu'est-ce que c'est une fonction récursive? C'est tout simplement une fonction qui s'appelle elle-même. Typiquement, on pourrait implémenter la résolution d'un problème factoriel, donc le calcul de la factorielle de n, avec une boucle while qui retourne les résultats. Mais pour simplifier un petit peu le concept, on peut tout simplement, comme la factorielle de n, ça multiplie n par la factorielle de n-1, on peut appeler tout simplement la même fonction avec n-1. C'est des fonctions qui vont donc s'appeler elles-mêmes à mesure qu'on avance dans le programme. Par contre, c'est absolument important d'avoir un cas de base, et donc un critère d'arrêt, qui va tout simplement dire à un moment donné, arrête de t'appeler toi-même et reviens en arrière. Donc on va retourner à chacun des étapes, à chacun des appels de fonction qu'on a effectué pour renvoyer le résultat et donc ressortir du problème. On a aussi des fonctions génératrices, on l'a vu un petit peu avant dans les chapitres précédents. Les fonctions génératrices, ce sont des fonctions qui vont permettre de fournir des séquences d'éléments uniquement lorsque c'est nécessaire. On appelle ça la programmation par nécessité ou la programmation paresseuse. Un générateur, donc, ça ne stocke pas une séquence en mémoire, mais ça va la construire à mesure que le programme avance. Typiquement, si on veut une fonction qui va fournir une séquence infinie, donc 0 jusqu'à l'infini,
on peut tout simplement, au lieu de créer une longue liste d'éléments infini dans la mémoire, on peut tout simplement créer une boucle qui est toujours vraie et qui va fournir un chiffre avec l'instruction yield. Évidemment, ce chiffre va s'incrémenter à chaque itération. Donc le yield, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, à chaque fois qu'on le rencontre, on va renvoyer le résultat de la fonction et on va mettre la fonction sur pause jusqu'à l'appel suivant. Typiquement, lorsqu'on veut utiliser cette fonction, on peut l'utiliser dans une boucle for i in séquence infinie. Notre fonction, ça nous fournit un itérateur. On va pouvoir afficher directement chacun des éléments parce qu'à chaque itération, on va appeler l'élément suivant de notre séquence, de notre générateur. Ou bien on peut directement utiliser la fonction next qui tout simplement va prendre notre générateur et va lui dire fournis-moi l'élément suivant. Et donc de cette manière-là, on définit notre générateur avec un certain nombre de variables et on va tout simplement dire next de notre nombre de variables et il va nous fournir l'élément suivant. Et là, le générateur va retenir évidemment quels sont les éléments suivants.